Bonsoir et bienvenue dans ce 44e épisode du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien et je suis super ravi de t'accueillir pour cet D'accord. avant-dernier épisode de la deuxième saison. Voilà, tu prends l'intérim pendant les congés de Jérôme et c'est vrai que on On n'avait se pas salue au encore eu... passage. eh oui, on le salue au passage. Il se la coule douce là. Il est dans le sud, il voit plein d'amis, etc. Euh, Les Et vacances. puis voilà, les vacances. Et puis il paraît que c'était très bien aussi le festival de Mycélium la semaine dernière. Et bien voilà, on en profite bien, du coup pour te permettre de venir co-animer cette merveilleuse émission où on va apprendre plein de choses ce soir grâce à toi, parce que tu nous as préparé un certain nombre de sujets. Et je pense que vous pouvez vous préparer à une longue émission parce que voilà, on va parler de voitures du futur, on va parler de Jimmy Guilleux, on va parler d'intelligence artificielle, le retour d'intelligence artificielle, il y avait longtemps que j'en ai pas parlé. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, eh bien, tu es auteur. D'ailleurs, je crois que tu as ton livre sous la main, Oui, que bah je écoute, il est l'écorche là, hein. pas, Voilà, OVNI OVNI nucléaire. et Sommes-nous sous nucléaire. surveillance? Ouais, 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 Co-écrit avec Didier Gonez, hein. tout à fait. Et pour ceux qui auraient loupé, tu as fait plusieurs émissions sur Nurea TV sur le sujet. Hein, voilà, Exactement. je vous renvoie vers ces émissions, très très bonnes émissions. Donc auteur, conférencier et aussi ancien président des repas UFO de Paris que tu De as dirigé. l'association des repas ufologiques et ancien responsable du repas ufologique de Paris. Voilà. D'ailleurs, les repas UFO vont reprendre à la rentrée, là, c'est ça? Alors en fait, pour rien te cacher, ils ont déjà repris début juin, puisqu'il y a un successeur qui a repris, et très bien, je salue Emmanuel Le Riche au passage, puisque c'est lui qui a repris le repas. Donc il y aura évidemment d'autres repas à la rentrée, logiquement à partir de fin septembre, hein, d'après la date qu'il m'a donnée récemment. Voilà, donc suivez l'actualité sur les pages Facebook des repas ufologiques, notamment celui de Paris, et vous aurez les prochains invités qui seront annoncés très bientôt, enfin très certainement courant septembre maintenant. Voilà. Ok, bon, on mettra tous les liens pour ceux qui seraient intéressés pour y participer dans le descriptif de la vidéo. Alors, ce que je te propose, Stéphane, avant de parcourir tout ce gros programme qu'on a prévu ce soir, c'est de présenter d'ores et déjà un festival très intéressant qui va avoir lieu cet automne sur Paris. C'est le festival ECHO, euh, Alors, qui va regrouper toute la crème de l'ufologie euh, et française et internationale. c'est ça. Bah, écoute, tu l'as bien présenté en une phrase. Donc effectivement, ECHO va être un événement qui va arriver vraiment cet automne, donc ça va venir très vite maintenant. Alors qu'est-ce que c'est? En deux mots, c'est un congrès où on va avoir à la fois des invités internationaux, bah, on les voit là déjà sur l'image, et on aura évidemment aussi des invités français, des ufologues, des réalisateurs, des pilotes et aussi des observateurs, donc ainsi que des chercheurs. Donc ça va être vraiment intéressant d'échanger dans un cadre prestigieux qui va être la Sorbonne à Paris sur cette manifestation exceptionnelle par les invités, par la manière dont ça va se dérouler et le nombre d'informations qui circuleront à travers cette manifestation. Voilà. Mais peut-être que tu peux mettre la vidéo qui dure à peu près une minute pour présenter cet événement, puis j'en parlerai après. What if we're not alone in the universe? Is humanity on the verge of the greatest ever revelation? In recent years, there has been an increase in UFO sightings from around the world. Secret military devices or exogenous machines? To understand the nature of these celestial manifestations, state organizations have announced the opening of study cells. All over the world, researchers are pooling their work and initiating international collaborations. The ECHO Congress is opening its doors to the public for the first time. International officials, former military personnel, scientists and researchers will meet in Paris for exceptional revelations about UAP studies. Share in this unmissable event on November the 4th and 5th, 2023 in Paris. Information and reservations via echo-event.com.
Voilà. Alors, Grosse présentation à effectivement, l'américaine, hein. voilà, complètement. Alors, cet événement, effectivement, c'est un événement exceptionnel, et je pèse mes mots, parce qu'en fait, il va faire venir un certain nombre d'intervenants internationaux et un certain nombre de grands noms de l'ufologie. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir y assister pour ceux qui le pourront. Alors, parmi les conférenciers, effectivement, donc là, on a d'abord Christopher Mellon, donc qui a travaillé au ministère de la Défense et dans le renseignement, donc aux États-Unis, et qui s'intéresse au sujet OVNI. Il est d'ailleurs passé par l'association de, comment il s'appelle, Tom DeLonge au début, voilà, puis après il est parti. On a Avi Loeb, qui est un physicien et même un astrophysicien. On en a beaucoup entendu parler quand il y a eu, tu sais, ce fameux astéroïde allongé qui a traversé le système solaire, le fameux Oumuamua. Bah, effectivement, pour Avi Loeb, ça pourrait être un objet manufacturé, un artefact, pas un objet naturel, qui serait donc d'origine extraterrestre. Bon, il a d'ailleurs écrit un livre qui est sorti, traduit en français, qu'on trouve d'ailleurs en poche dans la collection J'ai lu, hein, une petite collection rouge encore. Voilà, donc c'est intéressant. Et bien entendu, on ne le présente plus, hein, donc Jacques Vallée, astrophysicien, informaticien et surtout ufologue. Voilà, donc il sera là, comme les autres. L'avantage de ce congrès, c'est que, bien évidemment, non seulement ils donneront des conférences, mais en plus, le public pourra leur poser des questions. Donc là, c'est un événement effectivement extraordinaire. C'est le moyen de rencontrer, de poser des questions à ces sommités internationales. Alors bon, Jacques Vallée est entre la France et les États-Unis, donc c'est un peu particulier. Mais pour les deux autres, effectivement, c'est une première. Donc ça va être extrêmement intéressant de venir les rencontrer, les écouter et éventuellement pouvoir leur poser des questions derrière. Alors, si tu descends un petit peu, C'est pas moi qui oui. leur poserai des questions, hein, avec mon niveau en anglais plus que médiocre, ni mon Alors, non, mais accent. il y aura des traductions. Alors, justement, je fais le lien là-dessus. Il y aura bien entendu des casques pour traduction et il y aura une traduction aussi en simultané pour les tables rondes parce qu'il y aura des tables rondes. Alors, reste sur cette image. Donc là, on a parmi les intervenants français, donc on aura bien sûr l'ufologue Eric Zurker, qui a écrit de nombreux livres sur le sujet OVNI et qui est ufologue pointu. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est lui qui fait l'introduction, plutôt la préface, pardon, de notre livre. Voilà. Donc, on aura Fabrice Bonvin aussi, qui lui donc est suisse, donc auteur, ufologue bien connu aussi, à la pointe du mouvement OVNI et Conscience notamment. Et puis, on aura Philippe Guillemant, donc physicien au CNRS, donc ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur la physique, sur le rapport avec la conscience également, tout ce qui a trait au problème du temps, de la temporalité. Donc, ça va être aussi extrêmement intéressant parce qu'il s'est intéressé aussi au sujet OVNI via ce prisme-là. Voilà. Donc là, ça va être extrêmement intéressant. Et si tu descends encore, on a des intervenants, d'autres invités. Donc, Luc Dini, qui est effectivement président de la commission 3F Sigma 2, qui est en fait une association avec des militaires, des pilotes aussi, donc des personnes qui connaissent bien le sujet OVNI et qui réfléchissent sur le sujet. Tu auras Michael Vaillant, qui d'ailleurs est venu à la première réunion nouvelle mouture des repas ufologiques au mois de juin. Donc ancien, on va dire ancien consultant du GEPAN et qui est maintenant un petit peu indépendant, qui est sorti du GEPAN, qui a travaillé notamment sur des statistiques OVNI. Voilà, donc il a fait des recherches extrêmement intéressantes. Donc, il fera part aussi lors de cette conférence. Et certainement un des pilotes les plus connus liés au phénomène OVNI, c'est Jack Crean, qui est effectivement un pilote qui observait un OVNI donc lorsqu'il était pilote, maintenant un peu retraité, mais je crois qu'il pilote encore un peu de temps en temps. Et c'est certainement les plus belles moustaches parmi les pilotes, voilà, les belles bacchantes, comme on dirait, comme le dirait Louis de Funès. Je sais pas si tu te souviens de ce film. J'ai un peu vieux, hein. Bon, faut bien le On s'en dire. souvient. Donc voilà. Donc voilà, je crois qu'il y a encore quelques intervenants, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc tu as aussi donc un autre pilote, cette fois-ci d'un Boeing, donc Christian Van Hecht. Tu auras Vinnie Adams, qui est un journaliste, animateur de podcast, qui participera aussi à la co-présentation donc de ce congrès. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est la présence de Dominique Filol, donc réalisateur de documentaires et de films bien connus. Et il faut savoir qu'il est en train de terminer le montage de son film sur Valençol.
et dont on aura les premières minutes, le premier quart d'heure, je crois, du film, en avant-première, exprès, donc le dimanche 5 novembre. Voilà, donc il faut surtout pas rater ça. Et il en reste Euh, un dernier. oui, pardon, alors on l'avait oublié, donc Najib Kari, effectivement, donc conférencier, donc qui est le cofondateur de Vertical Project Media, où il y a effectivement tout un tas de conférences qui sont organisées, avec des invités prestigieux également. Il s'intéresse aussi beaucoup au sujet OVNI. Donc voilà. Donc beaucoup d'invités prestigieux. Si tu vas sur le programme du congrès, on peut avoir le programme des 2 jours. Alors voilà, donc le samedi 4 novembre, donc ça commence donc par l'ouverture des portes à 9 heures. Donc, bien entendu, mieux vaut être là avant le temps d'arriver, vérifier les places, etc. Donc ça commence à 9h20 avec Christopher Mellon, qui viendra nous parler des PAN. Alors les PAN, c'est phénomènes aérospatiaux non identifiés, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'équivalent du terme OVNI en fait. Voilà, donc PAN et hypothèses extraterrestres, donc au pluriel. À 10h20, on aura Luc Dini qui nous parlera des phénomènes aérospatiaux non identifiés, références et observations physiques. À 11h10, Fabrice Bonvin, donc, qui nous parlera du debunking à la divulgation, donc retour sur 70 ans de présence exogène. Donc là, on sera sur une partie un peu plus historique. À 13h40, donc après la pause repas, Philippe Guillemant qui nous parlera des hypothèses sur la technologie des pans. Donc là, ça va être aussi intéressant. À 16h, on aura Avi Loeb. Alors, Avi Loeb, normalement, est censé être présent en présentiel. Par contre, si jamais il y avait un souci, on l'aurait de toute façon en distanciel, en vidéo. Voilà. Donc, lui nous parlera du projet Galileo à la recherche d'objets technologiques interstellaires. Parce que c'est aussi, ça fait partie de ces nouvelles recherches au sein de, je crois, l'association qu'il a créée pour ça. Donc voilà, il viendra nous en parler. Et pour clore la journée, à 17h, on aura une table ronde internationale qui regroupera Christopher Mellon, Jacques Vallée, Luc Dini et Ginny Adams. Voilà, donc fin de la première journée. La deuxième, le dimanche 5 novembre, tu remarqueras au passage, la date n'est pas anodine. Ça nous rappelle la fameuse observation du 5 novembre 1980. J'ai une bêtise, j'ai plus la date en tête d'ailleurs, j'ai plus l'année. 5 novembre 91, si je dis pas de bêtises. Bref, j'ai un trou. Alors, on aura en ouverture de ce dimanche Jacques Vallée, qui nous parlera du phénomène OVNI, un réel sujet scientifique. À 10h40, on aura Eric Zurker qui nous parlera des rencontres approchées, une forme de métalangage, point d'interrogation. Ça va être tout particulièrement intéressant. À 13h30, on aura une table ronde internationale avec donc les pilotes, donc Jack Green, Christian Van Hecht, Jacques Vallée, Michael Vaillant, Najib Kari et Sarah Wittenheim, qui est l'une des organisatrices. Voilà. Et à 16h05, donc projection des 15 premières minutes du film Valençol de Dominique Filol. Voilà. Donc ça permettra effectivement, après, avec un débat entre donc Dominique Filol et Jacques Vallée, de clore cette journée. Voilà. Donc ça va être tout particulièrement intéressant. Connaissant les organisateurs, je sais qu'ils y passent beaucoup de temps pour faire en sorte que ce soit quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, ça explique aussi le prix effectivement du pass pour les 2 jours, qui est de 130 euros. C'est le premier prix, parce qu'après, il peut y avoir des choses en plus pour ceux qui le souhaitent. Bon, alors pourquoi ce prix? Tout simplement parce qu'on fait venir des intervenants de l'étranger, donc forcément, ça coûte un petit peu d'argent pour les billets d'avion, l'hébergement d'hôtel, les repas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc vraiment, je pense qu'il serait intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au sujet OVNI de venir, parce que là, on va avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pèse mes mots, sachant que, bien évidemment, il faut que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, il n'y aura pas d'autres événements les années suivantes. Alors, c'est quand même un petit peu le but, l'objectif derrière. Alors, pour ceux qui viendraient de province, évidemment, ça peut être intéressant peut-être d'organiser peut-être du covoiturage, peut-être de trouver des logements sur la région parisienne. Donc, ça peut être intéressant aussi de se regrouper et peut-être aussi d'échanger via des moyens pour se retrouver, pour peut-être partager des coûts de transport, etc. Voilà. Donc, je vais voir avec les organisateurs s'il peut pas y avoir peut-être via une page Facebook ou autre, un moyen d'échanger pour que beaucoup de personnes puissent venir à moindre coût pour faire de cet événement effectivement une réussite. Parce que véritablement, on a besoin que ça puisse marcher. Pour rien vous cacher, les organisateurs prennent un risque financier
avec cet événement, puisqu'ils avancent l'argent. Donc, si effectivement ils ne rentrent pas dans leurs frais, il n'y aura pas d'autres événements les années suivantes. Voilà. Eh Donc, bien, si vraiment vous êtes si tu dois leur intéressé, donner un petit conseil, oui. c'est qu'ils fassent des passes un jour aussi. Parce que parfois, Alors, le ça peut fait que être ça une soit idée. sur 2 jours, tout le monde ne peut pas se déplacer sur 2 jours. Euh, Mhm. et très Alors, je note ton clairement, idée. Pourquoi pas? et tu vois, bon, voilà, ça peut être, je pense que ça peut aussi faire venir des gens un peu comme moi qui peuvent pas être libres soit le samedi, soit le dimanche. Ouais, bien sûr. Alors, Sur, justement, ça peut être intéressant si tu viens. Je pense que tu pourras obtenir des images, voire des interviews de certaines personnes extrêmement intéressantes. Que tu pourrais avoir sur Mimi. Voilà. ouais, Donc, on peut sur- s'arranger si ça t'intéresse. Voilà. Donc, on en reparlera. on en reparlera, tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, venez nombreux. Réservez vos places dès maintenant. Je sais qu'à l'approche de l'été, les vacances, tout ça, c'est pas forcément évident. Si vous pouvez, bah, au plus tard début septembre, parce que véritablement, il faut pouvoir remplir le plus possible cet événement pour assurer le fait qu'il y ait une poursuite l'année suivante. Voilà. Et faire en sorte que ça puisse se mettre en place, tout ça. Voilà. Donc venez nombreux et ne tardez pas à réserver vos places. Voilà. Ok, mais merci Stéphane, vraiment pour la présentation de ce festival. Je pense qu'on en reparlera de toute manière à la rentrée parce que c'est important effectivement qu'on Ouais, participe, hein. On est tous passionnés par ces sujets, donc c'est important qu'on participe. Après, voilà, bien sûr. au niveau des tarifs, comme tu l'as dit, voir s'il n'y aura pas des aménagements pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Alors, Ouais. est-ce que tu penses que nos amis ufologues, à travers ces écho-radars, pourraient capter des Ah bah, écoute, voitures c'est une bonne volantes question. du futur ou pas? C'est une bonne question. Voilà. Et je pense que tu me tends la perche pour introduire le sujet suivant. Exactement. Donc, on va parler de voitures volantes bientôt dans le ciel américain. Voilà. Alors, bah écoute, quand on parle de voitures et du futur en particulier, tu sais, on pense toujours, quand on nous évoque l'an 2000, le futur, on nous parle toujours de ces fameuses voitures volantes. Bon, il n'y a pas échappé, quand on nous parlait de l'an 2000, c'était la représentation qu'on en avait. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien des films comme par exemple Le Cinquième élément de Luc Besson, qu'est-ce que tu vois? Bah, le héros, Corbin Dallas, c'est un conducteur de taxi et un taxi volant. Voilà. Donc, le rêve de la voiture volante, il est ancien. Je pense qu'il y a déjà une bonne cinquantaine d'années, voire peut-être même quasiment un siècle, qu'on évoque les voitures volantes en se projetant sur l'an 2000. Eh bien, en fait, l'an 2000 arrive en 2023, puisque la voiture volante vient enfin d'arriver, de se concrétiser. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, écoute, Eh je te bien, propose, oui, on va partager la page la que page. tu as sélectionnée. Et juste pour rappeler, effectivement, ça fait bien plus de 50 ans, même Jérôme nous avait montré des petites illustrations. Alors, je sais plus, je crois que c'était des boîtes de biscottes ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est Où, début du XXe siècle, hein. ouais, voilà. Où C'est ça. on Donc, ça avait fait bien un déjà siècle. des voitures volantes Ah, là-dessus. tout à fait. Voilà. Allez, Alors, je partage. vas-y. Alors, attends. Alors, en fait, cet article, bah, enfin, cette voiture volante, elle se trouve évidemment aux États-Unis, puisque, comme le dit cet article, une voiture volante bientôt dans le ciel américain. Alors, il faut savoir que donc l'autorité, hein, qui est l'autorité administrative pour tout ce qui est aéronautique, la FAA aux États-Unis, elle a donné son autorisation pour pouvoir tester une voiture volante dans des conditions réelles. Alors, cette voiture, quelle est-elle? Elle a été en fait dévoilée tout récemment par un constructeur américain qui est plutôt nouveau, parce que moi je ne connaissais pas, hein, et il s'appelle Aleph Aeronautics. Est-ce que ça te parle comme constructeur? Non, c'est la première fois que j'en entends parler, effectivement. D'accord. Donc effectivement, Aleph Aeronautics a mis en lumière, si tu veux, une voiture qu'il a appelée Model A. Et cette voiture, effectivement, on voit la photo, hein, au niveau du haut de cet article. C'est une voiture qui est entièrement en fibre de carbone. Alors pourquoi la fibre de carbone? Bah, parce que c'est léger. Et effectivement, le poids, c'est une donnée importante quand on veut faire voler une voiture, bien entendu, parce que plus le véhicule est léger, et moins il y aura besoin de pousser, en tout cas de force d'attraction aussi, pour pouvoir faire s'élever la voiture. Donc ça, c'est une première donnée. Et aussi parce que bah, c'est évidemment un matériau qui est solide aussi. Donc voilà, effectivement, deux conditions essentielles pour faire voler cette voiture.
Alors, Aleph Aeronautics a donc lancé ce modèle. Alors, il faut savoir que en France, on n'est pas en reste, puisqu'au récent Salon du Bourget, il y a eu Stellantis, donc ex-PSA, qui a effectivement présenté un taxi volant. Et ce taxi volant, on devrait le retrouver pour les fameux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ouais, Voilà. exactement, ils sont en train de chercher à obtenir l'agrément des, des autorités qui gèrent tous les vols, parce que le survol de Paris, logiquement, est interdit, hein. Donc Alors, il l'était. Il c'est ce qui l'était. pose toute la difficulté. Et là, effectivement, il y a cet agrément qui va tomber. Mais la différence avec le taxi volant français, en tout cas ce que je constate moi sur la photo, c'est que le taxi volant français, ça ressemblait à une espèce de gros drone hein, avec finalement des Les hélices. hélices, tout autour, tout à fait. Là, je les vois pas, les hélices. Ah, mais on est bien d'accord, hein. Là, on a vraiment une voiture. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant et qui est innovant. Donc, cette voiture volante, effectivement, quand on s'y intéresse de plus près, donc a priori, ce qu'il souhaite, c'est qu'elle puisse parcourir en termes d'autonomie 175 km en vol. Voilà. Donc ça, ce sont les données techniques. Alors, il faut savoir que cette voiture, pour voler, elle a besoin aussi d'un certain nombre de batteries. Elle a besoin de 8 batteries. Alors, ce sont bien sûr des moteurs électriques. Voilà. Ce qui lui permettra de pivoter à 90 degrés. Alors, est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose, cette idée de pivotement à 90 degrés? Écoute, là comme ça, non. Après, je pense aux hélicoptères, aux avions en décollage Alors, vertical. non, 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 Mais non, 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 on ne doit pas être effectivement, non. là-dedans. Alors, on n'a pas de véhicule terrestre pour l'instant capable de voler et de faire un virage à 90 degrés. Par contre, ça, c'est une caractéristique que l'on va retrouver au niveau des observations d'OVNI. Ah, Tu vois? quand tu parles de pivoter à 90 degrés, j'avais pas Alors, quand compris tu ça. Je fais. pensais que c'était Alors, je pensais que c'était au décollage. Tu parles au moment du vol, il est capable de faire un angle droit. attends, moi, ce que je lis, quand je lis la phrase, la voiture a la possibilité de pivoter à 90 degrés avant de reprendre une position fixe afin de se diriger vers la direction souhaitée. Pour moi, je l'interprète comme une voiture capable de faire un virage à 90 degrés, non? Toi, tu l'interprètes différemment? Oui, oui. Alors, est-ce qu'elle fait un virage ou est-ce que Ah, tu veux dire euh, peut-être faire une rotation sur elle-même? ouais, moi, je le verrais plus sur comme une rotation sur elle-même, effectivement. D'accord, mais Mais ce pourquoi qui pas, serait. effectivement. C'est ambigu comme phrase. Ouais, mais ça explique toujours pas le mécanisme pour la faire voler. S'il n'y a pas d'hélice, on est sur quelle technologie? Alors, ce que nous dit l'article, il nous parle d'un moteur. Alors, je crois avoir vu dans l'article, il faut que je le retrouve, on nous parle de la technologie, voilà, c'est ça, c'est IVTOL. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, VTOL, c'est en fait comment ça s'appelle? C'est Vertical Takeoff, je sais plus ce que ça veut dire après. C'est en clair décollage vertical et ensuite vol. Comme les fameux voitures, enfin pas les voitures, mais on nous parlait d'hélicoptères à décollage vertical, tu l'as cité tout à l'heure. Donc c'est ce genre d'appareil. Alors, où est-ce qu'il le cite? Que je dise pas de bêtises. Ah, ton 90 degrés, ce serait Alors, pas ça, là? non, c'est pas là. Alors, où est-ce qu'il parle du moteur? Je sais que je l'ai lu. Euh, non, en fait, il n'en parle pas dans l'article, hein, tu vois. C'est le flou le plus total sur le moyen de propulsion. On nous parle d'une voiture qui vole et on n'a pas d'informations. On nous dit juste que le modèle A, possède un ensemble de 8 moteurs électriques, Hum, hum, hum. en plus, tu vois. Voilà, donc c'est pas très clair, hein, effectivement. On dit juste qu'elle peut parcourir Ah, 175 km en vol, mais on n'a pas plus de détails que je ça. crois que j'en avais entendu parler et on serait sur l'induction électromagnétique. Un peu comme le système des trains, des Oui, monorails, à sustentation magnétique, comme au Japon, par ouais, exemple. comme au Voilà. Japon Ouais. exactement. Ok, Et je d'accord. crois que c'est justement, c'est cette technologie-là qu'ils auraient implémentée, ou en tout cas, j'avais lu un article, si c'est pas sur cette voiture, c'est sur un autre modèle, où il y a une espèce d'anneau au milieu, mais qui est juste, comment dire, qui génère un vortex Alors, au champ alors, je pense que magnétique. c'est ça. Je pense que tu as raison. Et là, c'est encore plus intéressant parce que pour tout ce qui est sustentation magnétique, on se rapproche des premiers modèles de soucoupe volante que les Américains ont construits dans les années 50 ou 60, tu vois. Mm, Voilà. mm. Alors, il y a eu des modèles avec hélice
Et il y a eu des essais aussi de sustentation magnétique. Bon. Et d'ailleurs, quand on regarde la photo là, que tu mets en ligne, on voit bien finalement que la voiture pivote à 90 degrés. Ah Voilà, oui, c'est oui, sur le oui. côté. C'est bien ça, en fait. Oui, Voilà, c'est j'avais ça. mal Donc, interprété. c'était pas l'interprétation qu'on avait tout à l'heure, c'est Ouais, ouais. elle pivote sur elle-même. D'accord. Alors, par contre, pour cette voiture, à ton avis, quel sera le prix de commercialisation? Bon, je l'ai vu passer 300 000 $. Oui, c'est ça, forcément. Donc, ce qui nous fait au tarif actuel du dollar et de l'euro, 275 244 euros. Voilà. Mm. Alors, cela dit, ce genre de véhicule, s'il reçoit l'homologation, ne sera pas disponible avant 2025. Alors, à la fois aux États-Unis et peut-être aussi en Europe. Voilà, bon, bah, il va falloir attendre encore un tout petit peu avant de pouvoir espérer voler à bord de ce genre de véhicule. Bon, cela dit, moi, je n'aurais pas les moyens de m'acheter ce genre de véhicule, hein. C'est ça, c'est attendre un petit peu et puis gagner un peu plus de sous, les amis. Oui, oui, Ça, c'est c'est- ça, voilà. Mais d'ailleurs, on peut tous se cotiser, hein, ensemble, hein, sur Exactement. Miasme TV et puis bah, Mm. pouvoir effectivement peut-être louer ensuite ce genre de véhicule. Bon, à mon avis, il va falloir beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent la vidéo à raison d'1 euro par personne pour qu'on puisse espérer voler à bord de ce genre de véhicule. Mais Voilà. la location de ce genre de véhicule, par contre, ça, c'est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais, il va y avoir des investisseurs qui vont en acheter une flotte de 4-5 et puis qui vont les louer. Et puis là, pour le coup, si tu peux utiliser une voiture volante, alors elles sont autonomes en plus, je pense, en termes de pilotage, allez, pour 500 euros, le petit tour, voilà, il y a des chances que tu les mettes, tu vois. ouais. Bon, Oui, tout à fait, mais c'est une bonne idée, hein. Moi, je me souviens avoir vu il y a quelques années sur les Champs-Élysées, il y avait des gens qui louaient des Ferrari. Alors, je n'ai pas vu le prix, hein, mais je sais que effectivement, c'était un quart d'heure ou une demi-heure pour faire le tour en Ferrari. Bon, allez, on va dire dans Paris, autour des Champs-Élysées. Bon, en clair, les beaux quartiers de Paris. Voilà, donc je pense que sur ce modèle-là, ça peut être intéressant. Il peut y avoir un business plan à lancer dans ce domaine, tu vois. ouais. On Bon, lance des idées ce soir. c'est ça, on en reparlera. Mais Ouais. de toute manière, on y va. Toute la SF, de toute manière, nous a démontré qu'il y aurait des voitures volantes et vous pouvez pas y échapper. De toute manière, dans tous les films de Star Wars, on voit que ça. Tout à l'heure, tu Oui, les citais land effectivement speeder, cinquième effectivement, voilà, ouais. élément, Ouais, tout à fait. dans les Et Valérians, etc. exactement. Et en plus, tu parlais de science-fiction, mais n'oublie pas une chose, c'est qu'on sait maintenant que la réalité dépasse la fiction. Mais toujours, Voilà, toujours. la science-fiction n'est juste qu'une projection de l'esprit de géniaux ingénieurs qui écrivent ça sous forme de roman, mais parce qu'ils n'ont pas la technicité pour le faire, mais on y arrive forcément un jour ou l'autre. Exactement. Bon, eh bien, en attendant que ça arrive bientôt, mais je pense que déjà on verra, on va beaucoup parler de taxi volant l'année prochaine. Moi, je voulais revenir, Stéphane, sur un petit sujet qu'on a évoqué la semaine dernière euh, avec Damien concernant une femme dite reptilienne pour laquelle on a montré une vidéo où on la voit effectivement cligner des yeux, mais elle cligne pas des paupières comme nous, elle a une espèce de J'ai vu. membrane sur l'iris, hein, tu l'as vu, voilà. Ouais, Donc, cette vidéo m'avait été envoyée par Eric, et puis c'est vrai que j'avais pas trop recherché sur le sujet, mais on sentait qu'il y avait quand même quelque chose. Alors, concernant cette personne-là, qui s'appelle Zana, j'ai pas encore réussi à déterminer si effectivement il y a un, un gros, on va dire, une grosse mise en scène high-tech pour faire croire que effectivement elle a cette membrane qui- qu'elle a sur les yeux, ou si c'est tout simplement une anomalie génétique, hein, ça peut être ça. Avec Damien, on s'interrogeait sur le fait que ben, si elle est reptilienne, c'est quand même bizarre qu'elle en parle, parce que exactement. voilà, il y aurait. Bon, moi, si tu veux, quand j'ai vu ces images, je me suis dit, c'est effectivement bizarre, je partageais votre réflexion. Quelqu'un qui a une anomalie comme ça va pas forcément le faire connaître sur des chaînes de télévision. Donc moi j'ai pensé tout de suite à un montage ou peut-être à une promotion alors, soit une scène tirée d'un film ou tout simplement un moyen de faire le buzz sur Internet, hein. Mm, mm. Alors, je pense que ça va beaucoup plus loin. Moi, la petite théorie que pour le moment je me suis construite, c'est qu'elle aurait effectivement une anomalie génétique. Du coup, un peu comme les freaks hein, qu'on montrait Mhm. à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, pour
effectivement faire le buzz et puis attirer de l'argent. Euh, le meilleur moyen, c'est de la faire passer pour une reptilienne, et puis après, d'ailleurs, ça fonctionne tout seul. Alors, on se posait la question aussi sur quand est-ce qu'avait été filmée cette vidéo, parce que le décor Ouais. paraissait un peu vieillot, etc. Alors, visiblement, c'était il y a 5-6 ans. Euh, on pouvait le constater hein, par rapport au micro, on avait fait la réflexion. Mais j'ai Alban qui m'a envoyé tout un tas de vidéos où on parle de cette Zana. Et eh bien, pour moi, ça pue la secte à plein nez. Cette histoire, autant, D'accord. autant le dire. Alors, une secte russe, hein, un mouvement sectaire. Alors après, je peux me tromper, mais quand on voit, alors déjà, donc ça s'appelle Alat-Ara TV, Alors, ça me côté, dit quelque chose, effectivement. Le nom n'est pas inconnu. un Ouais, tout petit à fait. côté raélien peut-être, mais Ouais. hein, Ouais, est-ce que ouais. c'est une branche dissidente? Voilà, je ne sais pas. Je ne veux pas non plus. Voilà, je veux juste vous mettre en garde. Attention, euh, je mettrai le lien de la chaîne sur la description de la vidéo. Moi, quand je vois tous les titres, alors très Mm. honnêtement, j'ai pas eu le temps de me poser, regarder X vidéos, j'en ai survolé rapidos. En tout cas, ça sent 100% New Age, ça c'est sûr. Ouais, Et je pense que ça sent le recrutement sectaire. ouais, tout à fait. Encore une fois, peut-être que cette Zana, il n'y a pas y a pas de montage, voilà, il y a pas d'effets spéciaux sur le fait qu'elle ait cette membrane. Ça peut très bien être voilà, tout simplement une anomalie génétique, hein. On est censé, selon la théorie de Darwin, avoir descendre du poisson, des reptiles et compagnie. Donc, pourquoi pas avoir un gène récessif qui n'apparaît qu'une fois tous les X milliards d'humains. Voilà. Et d'ailleurs, Antoine, il faut savoir une chose, c'est que dans le cadre de son développement, l'embryon humain passe par tous les stades, y compris le stade reptilien. C'est-à-dire qu'on développe déjà une queue, voilà, Mm, mm. l'appendice caudal, qui évidemment se résorbe plus tard, hein, sauf anomalie génétique. Donc on passe effectivement par le stade reptilien au niveau de l'embryon, et on a même des muscles reptiliens qui apparaissent et qui sont plus tard remplacés par des muscles de mammifères, en fait, tu Mm, vois. mm. Donc ça, c'est tout à fait surprenant, Ouais, et effectivement. puis, on n'a qu'à regarder notre peau, hein. C'est des petites écailles, quelque part, la construction. Oui, Ah, si, oui, oui, tout à fait, on peut le voir comme ça. Oui, c'est euh, vrai. au microscope, ça fait vraiment des petites associations d'écailles. Voilà. Si ce n'est que les reptiles n'ont pas de poils, C'est ça, ni le sang chaud. exactement. Donc nous sommes bien des mammifères. On est d'accord. Donc voilà. Voilà. Mais Derrière, pour dire sur oui. cette chaîne, juste pour finir là-dessus, je pense que je l'ai vu il y a déjà quelques années, où j'avais été alerté aussi comme ça par des vidéos un petit peu bizarres. Je sais plus ce que j'avais vu à l'époque, mais j'ai cru voir tout en bas, hein, on parlait des Anunnaki. Mm. Enfin, tu vois, on essaye de partir sur des mystères liés effectivement aux civilisations anciennes, aux dieux, etc., pour attirer un certain nombre de personnes. Exactement comme la mouvance raélienne, hein, on va attirer justement un certain nombre de personnes grâce à si tu veux, des informations sur les ovnis, sur les extraterrestres, sur le fait de les accueillir en construisant une ambassade. Absolument pas besoin. Voilà, tu vois, c'est un petit peu tout ça. Bon, maintenant, on sait aussi où passe l'argent lié à cette ambassade, hein. Voilà, bon, je pense que ceux qui nous regardent le savent. Mm, mm. Donc voilà, tu vois, il y a des vidéos, il y en a vraiment un paquet. Ouais. Puis en plus, ils en ont une deuxième chaîne qui a à peu près un nom similaire. Bon, voilà. Donc, vous voyez aussi, quand on reçoit des informations, on aime bien les partager. Et si on sent que l'information n'est pas du tout fiable, et voire même là, dans ce cas-là, pour moi, encore une fois, ça pue le mouvement sectaire, on vous alerte. Après, vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour juger, mais juste au moins pour vous tenir informé. La semaine dernière, on a aussi parlé de Magoni. Hmm. Et j'ai eu plusieurs messages d'Amimi qui m'ont indiqué qu'effectivement Jacques Vallée avait fait un livre qui s'appelait Passport to Magonia.
et Voilà, que je en ne... anglais, qui a été traduit dans la première traduction par Chronique des civilisations extraterrestres. Et ensuite, il y a une nouvelle édition, on a repris, enfin, où il a repris le titre de Passeport pour l'Amagonie en français. Ouais, Visa, même. Visa pour la Magonie. Visa pour l'Amagonie, tout à Ouais, fait, tout à tu as fait. raison. Voilà. Qu'on peut retrouver. Du coup, moi, j'ai réussi à en commander un exemplaire. Donc, on peut encore en retrouver de ces visas pour la Magonie. Ouais, moi, j'ai la Euh, version Chronique des civilisations extraterrestres, hein, la première version la qui a été première, éditée d'accord. à l'époque. Alors, j'ai le format poche qui avait été édité dans la collection, c'est la fameuse collection rouge, hein, chez Ouais. J'ai lu. Mm. Voilà, l'aventure mystérieuse. C'est ça. Moi, j'ai regardé. Moi, j'en ai un paquet là Et je l'ai pas dans ma collecte, celui-ci. C'est dommage. Et je Un grand classique, pense. hein, Mais ouais, c'est un effectivement. grand classique. Et je pensais que finalement, celui-ci était plus vieux que la version J'ai lu en rouge. Bon. C'est pareil, de toute manière, elle se trouve assez facilement, la version J'ai lu en rouge. Je l'ai vu traîner à Puis 10 le euros. texte est le même, hein. Le Mm. texte est le même. Donc, voilà. Bon, là, c'est la version au relief broché, un peu plus sympa. Et Voilà. juste pour conclure, pour conclure, pour rebondir sur des messages, non, on ne se drogue pas. Quand on vous montre tout un tas d'informations qui peuvent paraître loufoques, etc., on est tout à fait lucide. euh, on explore juste toutes les possibilités. Et ça me permet de faire une transition, mais royale, sur ton prochain sujet, hein, Stéphane. Exactement. Les Alors, smart drugs. voilà. Alors, je vais juste surenchérir sur ce que tu dis. Moi, je me drogue. Mais je Ah, me drogue avec une chose qui est légale, c'est la lecture. Voilà. La meilleure des drogues. celle-ci, Alors, on peut en abuser. effectivement, bonne transition avec un article que moi j'ai vu passer sur le site de Science et Avenir, où effectivement on nous parlait des smart drugs. Alors les smart drugs, qu'est-ce que c'est? Si on le traduit mot à mot en anglais, ce sont les drogues intelligentes. Bon, alors toi comme moi, on a fait des études, on a passé des examens, donc forcément plus jeune, on avait cette pression, tu sais, pour obtenir le diplôme ou les diplômes qu'on a tenté d'obtenir. Donc à un moment donné, quand tu passes des examens qui durent 2, 3, 4, 5 heures, il faut tenir. Voilà. Donc Ouais. effectivement, chacun a son petit truc, hein, tu sais, les barres À l'époque, vitaminées, le ouais, moi, c'était chocolat, Guronzan, le Guronzan. d'accord. Mais alors, Ouais, je crois que ça existe même plus, mais je crois pas, hein. c'était horrible, le Guronzan. Effectivement, ça te donnait un purée de boost. Mais alors après, une fois que t'arrêtais, t'étais KO pendant 15 jours. Ouais. Et Alors c'était moi, des j'ai pas comprimés utilisé complètement ça. légaux, hein. Ouais. Tu les achetais en Ah ouais, pharmacie, hein. Ouais. bien sûr, on a pris que des choses légales. Mm, Moi, mm. j'achetais à l'époque, c'était des vitamines qui étaient dans le commerce, hein, effectivement. Alors, j'ai plus du tout le nom en tête. Je pense qu'elles n'existent plus non plus. Mais bon, voilà. Après, au fil des marques, des évolutions, il y a eu des choses nouvelles, des produits nouveaux qui sont apparus. Voilà. Alors, il y a aussi des choses qui se vendent et qui sont légales aujourd'hui, peut-être pas forcément tout à fait saines pour la santé. Hein, je pense à ces fameuses boissons survitaminées avec de la taurine et tout un tas de produits. Voilà, bon, je ne vais pas épiloguer, je ne citerai pas de marque non plus. Voilà. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article? Alors, en fait, cet article, il va partir justement sur une étude qui a été faite justement sur le travail, la vie sociale et la pression que l'on met justement sur ces études. Bon, donc on nous parle du café, des compléments alimentaires, des boissons énergisantes, bien sûr, tout ce qu'on peut légalement aujourd'hui utiliser pour se concentrer, mieux se concentrer effectivement et tenir tout le temps des examens, hein, bien sûr, partiels et autres. Voilà. Alors, on nous donne quelques noms de smart drugs hein, dans l'article. Hein. On nous parle de dextroamphétamine, de modafinil ou de méthylphénidate, voilà. Donc, plus connu sous le nom de Ritaline. Alors, Ritaline, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais dans les années 90, on en a beaucoup parlé au moment où, effectivement, on nous parlait de jeunes qui étaient dits hyperactifs, tu vois. Alors, bon, on a beaucoup parlé de la Ritaline pour calmer justement ces jeunes dits hyperactifs, tu vois, alors que très honnêtement, il y a 30, 40, 50 ans, on aurait utilisé un autre terme plutôt qu'hyperactif. On aurait utilisé le terme de jeunes turbulents, par exemple, tu vois. Voilà, en clair, des enfants pleins d'énergie, ce qui est tout à fait logique, hein, quelque part. Sauf que Big Pharma, aujourd'hui, on a fait une pathologie et donc, on a créé un médicament qui s'appelle la Ritaline. Voilà. Bon, je referme la parenthèse sur ce sujet. Donc, effectivement, tout ça sont des psychostimulants, comme on l'indique, pour justement traiter des troubles du sommeil, de l'attention ou de l'hyperactivité. Voilà. Donc, évidemment, tout ça amène un certain nombre d'effets secondaires, comme tu t'en doutes.
Donc, certains de ces médicaments étaient souvent revendus en contrebande, notamment aux étudiants qui voulaient effectivement se concentrer sur leurs examens, avoir un surcroît d'énergie, de concentration, etc., etc. Voilà. Alors, les chercheurs, effectivement, ont voulu se pencher sur ce dossier-là, parce qu'on sait que chaque année, il y a toujours des effets secondaires, hein, il y a cette prise de médicaments pour passer des examens, à cause de la pression sur les diplômes dans notre société. Voilà. Donc, ce sont des chercheurs de l'Université de Cambridge qui ont mené cette étude sur un certain nombre de personnes, alors sans troubles diagnostiqués. Donc, ils ont cherché un certain nombre de personnes pour mener cette étude. Alors, le Science et Avenir nous cite le témoignage d'une de ces étudiantes, qu'ils ont prénommée Marine, hein, c'est un prénom d'emprunt. Donc là, elle nous dit que quand elle sortait du lycée, elle a commencé à prendre des smart drugs pour pouvoir suivre le rythme de l'enseignement supérieur avec les jobs étudiants qu'elle avait. Parce que c'est ça aussi la vie d'aujourd'hui, même si c'est pas si récent que ça, c'est que pour avoir un peu d'argent, quand on fait des études, parce que ça coûte cher aussi à l'université, eh bien, à un moment donné, il faut avoir un petit job à côté pour payer le loyer, quand on n'est pas aidé par les parents, etc. Voilà. Donc effectivement, donc des études pour comprendre les effets de ces psychostimulants. Donc voici ce que nous dit Marine. J'ai commencé à rester éveillé en cours et je m'endormissais en lisant mes textes, avoue-t-elle. J'étais en prépa littéraire, il devenait alors nécessaire de trouver une solution rapidement. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, elle connaissait quelqu'un qui était atteint d'un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Comme il n'utilisait pas tous ces médicaments, il y a eu un échange, hein, bien évidemment. Et en fait, elle a commencé à tester, à prendre ces médicaments. Voilà. Et en fait, à un moment donné, elle n'a pas eu le choix, donc elle les a utilisés. Et voici ce qu'elle nous dit après, c'est qu'elle a trouvé que les résultats étaient bluffants. Elle nous dit, ça me rendait hyper concentré et énergique. C'est comme si j'apprenais par cœur tout ce que je lisais. Voilà. Ça, c'est intéressant quand on lit ça. Alors, attention quand même, parce que l'étude qui a été menée par Cambridge nous dit que ces smart drugs testés augmentent la motivation, mais une réduction de la qualité de l'effort, cruciale pour résoudre des problèmes complexes, annule cet effet. C'est-à-dire que, quelque part, l'esprit va essayer de surcompenser la prise de ces médicaments. Donc, autrement dit, ça va finir par fatiguer encore un peu plus au final. Voilà. C'est pas l'idéal, bien sûr. Et après, ça peut être une spirale, hein, un engrenage. On va prendre davantage de ces médicaments pour pouvoir se concentrer toujours un peu plus. Bon. Ouais, c'est le principe de toute drogue au final, hein. Oui, oui, complètement. À un moment On donné, est on en prend complètement toujours d'accord, hein. plus pour compenser le fait qu'on soit associé, quoi, habitué à ça. Et ça me rappelle un film, ce principe. Oui, alors effectivement, tu fais bien de le souligner. Il y a un super film qui s'appelle Limitless, Ah avec voilà, Bradley c'est ça, Cooper c'était et Robert De Limitless. Niro. Hmm. Voilà, donc sans limite, hein, si on traduit en français, qui a donné lieu d'ailleurs à une série avec une seule saison. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est? Limitless, donc un écrivain, sans le sou, hein, qui a du mal à percer, donc incarné par Bradley Cooper, un jour tombe sur quelqu'un qui lui refile des pilules bleues, pas de forme, comment dire, en forme de parallépipède, mais en tout cas ronde, qui vont à un moment donné accroître complètement son activité cérébrale et il va se découvrir des talents incroyables. C'est-à-dire qu'il va apprendre, il va écrire un roman en, je crois, 48 heures, en tout cas en 2 ou 3 jours. Il va effectivement se concentrer, il va apprendre des langues étrangères très rapidement, le piano, etc. Et il va même devenir, il va même acquérir des connaissances dans la finance, il va devenir très riche. Bon, voilà, ce qui fait que ça va attirer aussi l'attention d'un gang qui est derrière justement le trafic de ces médicaments, et il va avoir affaire à des gens peu scrupuleux. Voilà. Bon, je ne dirais pas quel rôle a Robert De Niro dans ce film, mais c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc super film que je vous recommande vraiment si vous le connaissez pas, parce que c'est vraiment une très très bonne réalisation. Bradley Cooper est dans un de ses premiers rôles, il est excellent. Et c'est vraiment un film qui est passionnant. Voilà. Donc, pour revenir justement sur cet article, donc voici ce que nous dit Marine. Donc, elle nous dit que même si je ne me l'avouais pas, j'étais totalement addict. Hein. Bon, forcément, c'est une drogue. Voilà. Elle nous dit qu'après, elle a appris à prendre soin de son corps et surtout à s'écouter. Voilà. Et ça, c'est important. C'est ce que aussi tout le monde devrait faire. Voilà. Elle nous dit s'il a besoin de dormir, donc il, c'est le corps, ce n'est pas pour rien. Et les efforts de concentration, ça se cultive.
Et effectivement, l'idéal, c'est effectivement d'apprendre à se concentrer, à travailler sans utiliser un certain nombre de substances. Alors après, on peut avoir besoin d'énergie, on peut boire un petit peu de café, voilà, notamment quand on fait des émissions qui se terminent tard, n'est-ce pas Antoine? Euh, voilà. Donc effectivement, si tu veux, c'est bien d'apprendre à se concentrer plutôt que de prendre des drogues, surtout des médicaments qui ne sont pas forcément conseillés à long terme sur ce genre de préparation aux examens. Voilà. Alors après, je peux comprendre le contexte. Hein. J'ai été étudiant, je suis passé par là aussi. Voilà. Mais attention aux effets à moyen ou long terme. Voilà. Donc c'est ce que dit un petit peu cette étude. Attention, ça reste une drogue et il peut y avoir des effets effectivement sur le corps et sur tout ce qui est capacités cognitives qui sont donc diminuées sur le moyen et le long terme par ces médicaments. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des amis parmi vous, relativement jeunes, pas d'ailleurs, hein, qui ont eu leur bac cette année. N'hésitez pas, mettez-le, hein, et toutes nos félicitations si c'est le cas, ou même leurs études supérieures, comme des études de médecine. Euh, D'ailleurs, il y a un cas qui n'est pas beaucoup étudié en médecine. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est l'optogramme. Est-ce que l'optogramme, ça te parle, ça te dit quelque chose? Voilà les amis, je vous pose à vous aussi la question, qu'est-ce qu'un optogramme et quel est le rapport entre l'optogramme et l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec Stéphane dans la seconde partie de cette émission qui est encore très très longue, hein, il y en a encore pour plus d'une heure d'émission. Stéphane nous parlera aussi de Jimmy Guilleux et on conclura l'émission sur une délégation de 9 robots qui se sont présentés vendredi dernier à l'ONU pour expliquer aux humains qu'ils étaient plus en capacité qu'eux-mêmes de diriger le monde, en tout cas, qui feraient de meilleurs dirigeants de ce monde. Voilà, on verra tout ça ensemble. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Voilà, on a découpé cette émission en deux parce qu'elle était trop longue. Et puis, comme c'est les vacances, voilà, il faut aussi un petit peu en profiter. Donc, portez-vous bien, profitez de votre week-end, profitez de la semaine qui arrive. Et puis, on se dit à très bientôt. Et puis, comme ça, vous aurez encore plus de Mimi jusqu'à la fin du mois de juillet. Allez, ciao ciao. À la semaine prochaine avec Stéphane. Bye bye.